Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Génocide au Rwanda, le président Paul Kagame a salué le rapport français, un important pas en avant selon lui. Paris ouvre au grand public d'importantes archives sur le sujet. Le gouvernement Bazoum au Niger a dévoilé ce mercredi une équipe de 32 ministres. Le parti au pouvoir conserve les portefeuilles clés du gouvernement. Et puis présidentiel en Djibouti, dernier meeting de campagne mercredi pour le président candidat Ismaël Omar Guelleh. Le scrutin est prévu pour ce vendredi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président rwandais Paul Kagame a estimé ce mercredi que le rapport du Clerc sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994 est un important pas en avant. Il a fait cette déclaration au moment où Paris ouvre au grand public d'importantes archives sur le sujet. 27 ans après le début du génocide, Paul Kagame a affirmé que ce rapport qui pointe des responsabilités lourde et accablante de la France marquait un changement. On le suit. Le rapport du CLEC montre que le président Mitterrand et ses plus proches conseillers savaient qu'un génocide contre les Tutsis était planifié par leurs alliés au Rwanda. Their allies in Rwanda. We welcome this report because it marks... Nous saluons ce rapport parce qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qui s'est passé. Il marque aussi un changement, il montre une volonté. Change, it shows the desire. Rwanda will also have a word to say. Le Rwanda aura également son mot à dire dans un avenir proche. En fait, c'est peut-être autour de la 3e semaine de ce mois. Les conclusions que nous avons entre les mains, basées sur le travail effectué par les personnes qui ont été mandatées pour le faire, sont presque similaires ou parallèles à ce qui a été fait en France. Les efforts déployés depuis des décennies par certains responsables français pour dissimuler leurs responsabilités ont causé des dommages importants. L'histoire a été falsifiée en promouvant les mensonges du soi-disant double génocide, notamment avec le rapport Mapping. Je le disais en titre, au Niger, le nouveau président Mohamed Bazoum a formé ce mercredi sa nouvelle équipe gouvernementale de 32 ministres. Selon la liste du gouvernement, le parti au pouvoir conserve les portefeuilles clés. Les précisions. Après la prestation de serment du nouveau Premier ministre devant les députés, le Niger a un nouveau gouvernement. Ce premier cabinet du président Mohamed Bazoum est composé de 33 ministres, dont 5 femmes. Il est essentiellement composé de personnalités des partis de la mouvance présidentielle, la MRN, Mouvance pour le renouveau national, qui ont soutenu la candidature du président Bazoum entré en fonction le 1er avril dernier. Dans ce gouvernement, beaucoup de jeunes ont fait leur entrée. Amat Didoud, jusqu'ici en charge du budget, devient ministre des Finances en remplacement à Mamadou Diop. La justice, le plan et l'éducation nationale sont également occupés par des jeunes. L'ex-ministre de l'Intérieur et des Finances, Assoumi Massoudou, membre influent du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS au pouvoir depuis 2011, devient chef de la diplomatie. Al-Kash Alada est reconduit à l'intérieur, alors que Al-Kassoum Indatou, autre personnalité importante du parti, est nommé à la défense. Maman Sani Mamadou, le fils de l'ancien président Mamadou Issoufou, se voit confier le ministère du pétrole, un poste qu'avait occupé pendant 10 ans Foumakoy Gado, autre ponte du régime. 2 alliés du PNDS sont reconduits, Lawan Magagi, à l'action humanitaire et à la gestion des catastrophes, et Ilyassou Idi Maïnassara, à la santé. Le portefeuille de la justice, occupé depuis 10 ans par Marou Amadou,
est confiée à Boubacar Hassan, qui entre pour la première fois au gouvernement. Institution nationale indépendante chargée des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme veut observer de manière spécifique les élections à venir. Pour cette présidentielle, ses délégués seront présents dans les 117 communes du pays pour cette surveillance. On écoute les responsables de cette commission pour plus de précisions. Cette surveillance, que nous appelons aussi monitoring, consiste en la collecte active, la vérification et l'usage immédiat d'informations afin d'améliorer la protection des droits de l'homme au cours du processus. Nos moniteurs et commissaires vont s'informer sur des faits et les incidents en matière de violation des droits de l'homme. Ils visiteront les centres et les postes de vote, verront les difficultés sur place et vont s'entretenir avec les acteurs et tenter de parvenir à des remèdes afin d'assurer en toutes circonstances la garantie et le respect des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme jouera sa partition et surtout à travers ses différents membres, des avocats, des magistrats, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des syndicalistes. Chacun de nous jouera sa partition afin que nous puissions, au soir du premier tour des élections présidentielles prévues pour le 11 prochain, nous puissions, par rapport à ce qu'on aurait constaté, par rapport au monitoring des violations des droits de l'homme, qu'on aurait apprécié, résolu aux besoins sur le terrain, nous puissions avec vous faire le point. Nous rappelons que la Commission n'est pas habilitée à parler des résultats. Toujours au Bénin, des manifestations sont enregistrées dans quelques villes du pays, notamment au nord et au centre, depuis lundi soir, contre le président Patrice Talon, qu'ils accusent de confisquer le pouvoir. Des soldats ont fait usage de gaz lacrymogène ce jeudi pour disperser des manifestants qui bloquaient la principale route de Savet dans le centre du pays. Des soldats béninois ont fait usage de gaz lacrymogène jeudi pour disperser des manifestants qui bloquaient la principale route de Savet, dans le centre du Bénin, pour protester contre ce qu'ils appellent la confiscation de l'élection présidentielle de dimanche par le président sortant Patrice Talon, selon une journaliste de l'agence France-Presse. Une colonne de véhicules militaires est arrivée au petit matin dans la ville et les soldats ont commencé à déblayer les barrages montés par de jeunes protestataires au travers des routes. Les militaires ont tiré des grenades de gaz lacrymogène pour tenir à distance les manifestants qui tentaient d'occuper la chaussée. Depuis lundi, des populations bloquent les routes du nord et du centre du Bénin pour dénoncer l'absence de l'opposition à ce scrutin. Dimanche, 5,5 millions d'électeurs béninois sont appelés aux urnes pour élire leur président, mais une grande partie de l'opposition dénonce un scrutin qui a été verrouillé par Patrice Talon pour s'assurer sa réélection. Élu une première fois en 2016, le président est accusé par ses détracteurs d'avoir éliminé toute opposition pour le scrutin, qui le voit opposé à deux candidats quasiment inconnus des électeurs béninois. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, qui règne sans partage depuis 1999 sur ce pays de la Corne de l'Afrique, a tenu ce mercredi un dernier rassemblement électoral avant l'élection de vendredi. Cette présidentielle qui devrait être sa dernière présentation. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, 73 ans, candidat à sa propre succession, préside depuis 22 ans aux destinées de ce territoire désertique. Il a tenu ce mercredi son dernier meeting de campagne avant le scrutin de vendredi. Ces 4 mandats ont été marqués par un développement de l'économie reposant sur l'essor des ports et des structures logistiques, mais aussi par un exercice du pouvoir autoritaire, laissant peu de place à la contestation ou à la liberté de la presse. La présidentielle de vendredi, où Ismaël Omar Guelleh se présente pour un 5e mandat, devrait être son dernier tour de piste. En 2010,
Une réforme de la Constitution a, à son initiative, supprimé la limitation à 2 mandats présidentiels, mais a aussi instauré un âge maximum de 75 ans pour les candidats. Malgré une vague d'infections à la Covid-19, avec actuellement près de 200 cas quotidiens et 23% de positivité des tests, la campagne électorale du parti du chef de l'État, l'Union pour la majorité présidentielle UMP, a rassemblé des milliers de militants. Dans un court discours en langue somali, le président a martelé un appel à l'unité et au développement du pays. Au cours de la campagne, plusieurs manifestations contre un 5e mandat du président Guelleh ont rassemblé parfois une 50aine de personnes, souvent suivies d'arrestations. En face, Zakaria Ismaël Farah, 56 ans, est un homme d'affaires spécialisé dans les produits de désinfection, fraîchement débarqué en politique. En l'absence des leaders historiques de l'opposition qui boycottent le scrutin, cet inconnu du grand public représente la seule alternative à Ismaël Omar Guelleh, figure incontestée du pouvoir qui a remporté avec plus de 75% des voix chaque présidentielle à laquelle il a participé. Et puis, l'Algérie entend produire le vaccin anti-Covid russe Sputnik V. Ce sera à partir du mois de septembre, selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique. L'Algérie va produire dès septembre le vaccin russe Sputnik V contre la Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Le vaccin sera fabriqué par le groupe public Saïdal en partenariat avec le laboratoire russe Gamaleya, qui a mis au point le produit, a précisé le ministre. Ce projet verra le jour grâce au transfert technologique assuré par les Russes via une plateforme numérique accessible aux experts algériens et qui rassemble toutes les données nécessaires pour la fabrication du Sputnik V. 3 comités englobant des experts de Saïdal, des universités, des centres de recherche, l'Institut Pasteur et des cadres du ministère travaillent actuellement d'arrache-pied sur le transfert de la technologie, a assuré le ministre. La production se fera avec la participation d'un laboratoire indien, leader mondial en la matière, a-t-on ajouté de même source, sans dévoiler le nom du laboratoire. À ce jour, l'Algérie a reçu 80 000 doses du vaccin Sputnik V, avec lequel il a lancé sa campagne de vaccination le 30 janvier. Le plus grand pays du Maghreb doit recevoir 920 000 doses du vaccin russe avant la fin du mois d'avril, avait indiqué la semaine dernière le ministre de la Santé. Alger a également reçu 50 000 doses du vaccin britannique AstraZeneca et 200 000 doses du vaccin Sinopharm, un don de la Chine, partenaire de longue date de l'Algérie. Et jeudi, plus de 364 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées dans le pays dans le cadre du mécanisme COVAX d'aide aux nations défavorisées. Près de 118 000 contaminations, dont 3 112 décès, ont été officiellement enregistrés en Algérie depuis le recensement du premier cas le 25 février 2020, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus. Restez avec nous. L'information revient dans un instant.